Élodie Fournier travaillait comme agente d'entretien dans de grands bureaux. Elle œuvrait en silence, s'occupant des tables et ramassant les détritus. Mais ce matin-là, son chef, Alain Dubois, choisit de l'exposer devant tout le monde. Il brandit un contrat en anglais face à l'Assemblée. Il éclata de rire et lança « Élodie, si vous arrivez à traduire ceci, je vous donne l'intégralité de mon salaire. » L'audience de salariés suspendit ses activités. Certains se mirent à rire, d'autres sortirent leur téléphone pour filmer. Élodie resta silencieuse, son chiffon à la main. Alain n'en démordit pas. Il lui tendit le document. « Allez, devant tout le monde. Montrez-nous que vous savez faire autre chose que tenir un balai. » Marc Petit, le manager, tenta de s'interposer. « Ça suffit, Alain, elle n'a pas à subir ça. » Mais le chef écarta sa main. Le pari est lancé. Tout le monde est témoin. Élodie prit une profonde inspiration. Elle saisit le document. Ses yeux parcoururent rapidement les lignes. Les ricanements s'intensifièrent. Puis, d'une voix assurée, elle lut « Contrat d'approvisionnement exclusif d'une durée de 2 ans, pour une valeur de 500 000 $. Le silence fut instantané. Les téléphones s'abaissèrent. Le sourire d'Alain s'effaça. Élodie reposa le papier sur la table. « Est-ce correct ?» Toute la salle retenait son souffle. Élodie laissa le contrat sur le bureau et recula d'un pas. Le silence était pesant. Plus personne ne riait. Certains fixaient Alain, attendant sa réaction. D'autres dévisageaient l'agente d'entretien comme s'ils la voyaient pour la première fois. Alain se racla la gorge et essaya de reprendre son ton moqueur. « C'est un coup de chance. Vous avez mémorisé un mot ou deux et deviné le reste, mais sa voix manquait de fermeté. » Élodie leva les yeux. « Vous voulez que je continue ?» La salle s'agita. Les employés échangèrent des regards nerveux. Marc Petit fronça les sourcils, mais ne l'arrêta pas. Alain rit, tentant de masquer son malaise. « Continuez, puisque vous vous en croyez capable. » Élodie prit une autre page du contrat. Elle lut posément. Clause numéro 3. Pénalité de 100 000 $ en cas de rupture de l'accord. Cette fois, ce fut Léo Girard, le stagiaire, qui confirma. « C'est exact. J'ai étudié à l'étranger. Sa traduction est parfaite. » Un murmure parcourut la salle. Le choc était palpable. Certains employés baissèrent la tête, gênés d'avoir ri quelques minutes plus tôt. Alain frappa la table de sa main. « Ça ne prouve rien. N'importe qui peut inventer ça. » Élodie ne se laissa pas démonter. Elle tenait la dernière page. « Je peux la traduire en entier si vous le souhaitez. Ou préférez-vous que nous arrêtions maintenant ?» Le défi, inversé, resta en suspens. Pour la première fois, Alain n'eut pas de répartie immédiate. Il essayait de se ressaisir, mais son trouble était visible. Le rire qui contaminait les autres auparavant ne convainquait plus. Élodie, au contraire, semblait gagner en assurance, à chaque ligne lue. Léo, à voix haute, ajouta « Elle n'a fait aucune erreur. Si vous êtes si sûr de vous, vous devriez tenir votre promesse. Vous avez dit que vous donneriez votre salaire. » La phrase résonna dans le bureau. Quelques employés rirent nerveusement, d'autres hochèrent la tête. Alain se tourna vers Léo, furieux. « Tais-toi, gamin. Ça ne te regarde pas. » Mais le mal était fait. Sa promesse avait des témoins, et tout le monde s'en souvenait. Élodie respira profondément et dit, sans hausser le ton, « Je n'ai rien demandé. Mais vous vous êtes moqué de moi et avez convié tout le monde au spectacle. Maintenant, il ne s'agit plus seulement de moi, il s'agit de la parole que vous avez donnée. » Marc passa une main sur son visage, sentant que la situation lui échappait. « Alain, je crois qu'il vaut mieux s'arrêter. C'est aller trop loin. » Mais Léo insista. « Vous avez parlé de donner votre salaire. Nous avons tous entendu. Allez-vous tenir parole ou non ?» La pression montait. Certains salariés recommencèrent à filmer, non plus pour se moquer, mais pour immortaliser la scène. Alain, acculé, tenta de détourner l'attention. « Et qui garantit qu'elle sait vraiment de quoi elle parle? Qui est cette femme? Elle ne fait que nettoyer le sol ici. » C'est alors qu'Élodie releva la tête avec fermeté. « Je m'appelle Élodie Fournier. Avant de travailler comme agente d'entretien, j'ai fait des études de lettres à l'université. J'ai une spécialisation en linguistique. J'ai dû abandonner mes études quand mon père est tombé malade. Depuis, je travaille pour subvenir aux besoins de ma famille. »
La révélation fit l'effet d'une bombe. La salle entière se tut. L'un des superviseurs, qui avait étudié à l'étranger, prit son courage à deux mains et déclara « Je comprends parfaitement l'anglais. Ce qu'elle a lu est exact. Elle n'invente rien. » Le poids de ces mots fut décisif. Ce n'était plus une simple traduction, c'était la validation d'une autorité interne. Alain recula d'un demi-pas, le visage rouge. Il tenta de rire, mais sa voix se brisa. « Alors c'est ça? Vous la croyez tous? Une femme de ménage en sait plus que moi ?» Un employé répondit à voix basse, mais de manière audible. « La question n'est pas de savoir qui en sait le plus. C'est de savoir qui a dit la vérité. » L'atmosphère se transforma. Le rire cruel des minutes précédentes avait complètement disparu. Il y avait maintenant du respect, presque de la vénération, dans l'air. Élodie ne célébrait pas. Elle restait calme, mais ses yeux trahissaient un soulagement contenu. Enfin, quelqu'un la voyait au-delà de son uniforme. Alain, de son côté, était désemparé. Il chercha du soutien auprès de Marc, mais le manager détourna le regard. Même ses alliés commençaient à prendre leur distance. Léo ne manqua pas l'occasion. « Vous vous êtes toujours vanté de ne jamais être démenti. Aujourd'hui, vous l'avez été devant tout le monde. » La phrase frappa Alain de plein fouet. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Le pouvoir qu'il avait toujours utilisé pour humilier semblait lui échapper. Élodie fit un pas en arrière, prête à quitter la pièce. Mais avant de franchir la porte, elle dit « Je n'ai pas besoin de votre salaire. Ce que je veux, c'est le respect. Une chose que l'argent n'a jamais pu acheter. » Cette phrase finale conclut l'instant comme un coup de marteau. Des employés qui étaient immobiles se mirent à applaudir, d'abord discrètement, puis plus fort. Alain tenta de les interrompre. « Assez, ça ne se terminera pas comme ça. » Mais sa voix n'avait plus d'autorité. Elle sonnait faible, comme une menace vaine. La première sanction était tombée. Elle n'était pas financière, mais sociale. Il avait perdu le rire, perdu son autorité momentanée, perdu l'auditoire qui le soutenait toujours par peur. Élodie, sans rien demander, avait gagné la dignité devant tous. Et il restait la promesse de quelque chose de plus grand, quelque chose qui était encore à venir. Alain Dubois quitta la salle, le visage en feu. Le son des applaudissements résonnait encore à ses oreilles comme une humiliation qu'il ne pouvait digérer. Pour la première fois depuis des années, il avait perdu le contrôle devant ses employés. Dans le couloir, il respira profondément et serra le poing. « Ils vont me le payer, tous. » Le jour même, il commença à agir. Il convoqua Marc Petit dans son bureau privé. Le manager entra prudemment, sentant l'atmosphère tendue. Alain frappa la table. « Cette Élodie croit pouvoir me défier. Je ne vais pas laisser passer ça. Je veux un dossier sur elle. Tout. Son passé, sa famille, la moindre faille. » Marc hésita. « Mais elle est juste une employée prestataire. Je ne vois pas de raison. » Alain le coupa. « Vous n'avez pas besoin de voir. Faites-le, c'est tout. Ou vous préférez être du mauvais côté quand je réglerai cette affaire ?» Marc baissa la tête. « Compris. » Le lendemain, des rumeurs commencèrent à circuler. Les employés chuchotaient dans les couloirs. Certains disaient qu'Élodie avait inventé son diplôme. D'autres affirmaient qu'elle ne faisait que réciter des phrases apprises par cœur. Élodie remarqua les regards. Là où il y avait eu du respect, la méfiance s'installait. La victoire qu'elle avait remportée semblait lui glisser entre les doigts. À la cafétéria, 2 employés parlaient à voix haute, sachant qu'elle était à proximité. « Ce n'est pas possible qu'une femme de ménage sache traduire des documents. Elle a dû inventer. » L'autre ajouta « Ou peut-être que quelqu'un l'a aidée avant. » Élodie serra son plateau mais ne répondit pas. Elle s'assit seule, sentant le poids de l'exclusion. Pendant ce temps, Alain rassemblait ses alliés les plus proches. « Nous devons montrer que c'est une imposture. Je veux que vous répandiez qu'elle a volé du matériel de l'entreprise. Dites qu'elle a touché à des documents sans permission. » Un des superviseurs objecta. « Mais c'est grave s'il découvre que c'est un mensonge. » Alain rétorqua froidement. « Personne ne le découvrira. Et même si c'était le cas, qui croyez-vous que la direction écoutera? La parole d'une femme de ménage ou la mienne ?» L'assurance du tyran semblait restaurée. Il utilisait la force de sa position pour écraser quiconque osait l'affronter.
Quelques jours plus tard, Élodie fut convoquée au RH. Une coordinatrice ouvrit un dossier et lui montra des rapports. « Nous avons reçu des plaintes selon lesquelles vous auriez accédé à des documents confidentiels. Est-ce exact ?» Élodie écarquilla les yeux. « Bien sûr que non. Je ne fais que le ménage. Je n'ai jamais touché à rien qui ne concerne pas mon travail. » Mais les accusations étaient consignées et la menace était claire. Elle pourrait perdre son emploi. En sortant du bureau, elle croisa Marc dans le couloir. Il détourna le regard, honteux. Élodie s'arrêta devant lui. « C'est vous qui avez fait ça ?» Marc ne répondit pas. Il murmura seulement « Ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas, Élodie. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » Ces mots sonnèrent comme une sentence. Le jeu était inégal. Elle avait la vérité, mais il avait le pouvoir. Ce soir-là, Élodie rentra chez elle épuisée. Elle s'assit à sa table et contempla le vieux dictionnaire qu'elle gardait précieusement. Elle passa la main sur la couverture usée. Les larmes faillirent venir, mais elle les retint. Son père avait coutume de dire « Le savoir est la seule chose que personne ne peut enlever ». Ce souvenir ranima quelque chose en elle. Le lendemain, en retournant au travail, elle remarqua une ambiance encore plus hostile. Certains collègues s'écartaient, d'autres chuchotaient. Le respect de la semaine précédente semblait s'être évaporé. Dans l'ascenseur, elle entendit deux employés commenter « Le patron a raison. Cette Élodie veut se faire remarquer. » Les gens comme ça ne font pas long feu. Élodie garda le regard droit, mais à l'intérieur, la pression montait. À la pause déjeuner, elle retrouva Léo, le stagiaire. Il s'approcha et parla à voix basse. « Ils répandent des mensonges, mais j'ai vu ce qui s'est passé, je vous crois. » Ce fut la première lueur de soutien au milieu du chaos. Alain, de son côté, était de plus en plus agressif. Il passait dans les couloirs et laissait échapper des phrases pour que tout le monde entende. « Incroyable qu'une femme de ménage pense pouvoir me défier. Ça ne va pas en rester là. » Les employés riaient nerveusement, essayant de rester du côté du chef. La peur était encore plus forte que l'admiration pour elle. Un jour, lors d'une réunion, Alain en profita pour ironiser à nouveau. « Nous avons des contrats internationaux qui arrivent, mais bien sûr, personne ici ne va demander l'aide de notre traductrice du service de nettoyage. » Les rires furent forcés. Élodie, présente uniquement pour nettoyer, entendit en silence. Mais chaque mot renforçait sa détermination. Cependant, la menace réelle était proche. Les RH la convoquèrent de nouveau. « Si vous ne fournissez pas d'explications claires, nous pourrions mettre fin à votre contrat. L'accusation est sérieuse. » Élodie sentit le sol se dérober. La peur de perdre le gagne-pain de sa famille lui serra la poitrine. Mais, au fond, une flamme refusait de s'éteindre. Elle sortit du bureau d'un pas ferme. Elle savait qu'elle devait se battre. Si elle acceptait l'injustice en silence, elle serait anéantie. À cet instant, elle prit sa décision. Elle ne reculerait pas. Peu importait la taille de l'ennemi. La contre-attaque d'Alain était lancée, et il semblait avoir le contrôle de toutes les ressources. Mais Élodie n'était plus la même que celle qui était entrée dans ce bureau la tête basse. Maintenant, elle était prête à se battre. Le jeu s'était transformé en guerre ouverte. Élodie rentra chez elle ce jour-là, portant le poids de toutes les accusations. Elle s'assit dans sa chambre modeste, éclairée seulement par une ampoule faible. Sur la table se trouvait le vieux dictionnaire, à la couverture bleue délavée. Elle ouvrit le livre et passa ses doigts sur les pages usées. L'odeur du papier la ramena à une époque lointaine, quand elle croyait encore à une vie différente. Elle avait 17 ans quand elle avait reçu ce dictionnaire. Sa mère, couturière, avait économisé pendant des mois pour lui offrir ce cadeau. Elle lui avait tendu le livre en souriant. « Avec ça, tu iras plus loin que je n'ai jamais pu aller. » À cette époque, Élodie étudiait chaque jour dans une bibliothèque municipale. Elle recopiait des mots dans des cahiers, traduisait des articles de vieux journaux. Son rêve était de devenir professeur de langue. Elle se souvenait aussi de son père, déjà malade, assis dans son fauteuil. Il l'observait étudier tard dans la nuit. Ne laisse jamais personne te dire que tu vaux moins à cause de ton travail. Ton savoir est ton arme. Ces phrases étaient gravées dans sa mémoire. Ce sont elles qui l'avaient maintenu debout quand tout s'était effondré.
Dans sa jeunesse, elle avait commencé une licence de lettres. Elle était assidue, félicitée par ses professeurs. Mais quand son père tomba gravement malade, elle dut abandonner ses études pour travailler. Elle devint agente d'entretien pour faire vivre sa famille. Le dictionnaire, cependant, ne fut jamais abandonné. Il restait son compagnon silencieux, lui rappelant qu'il y avait en elle plus que ce que les gens voyaient. Ce cadeau était un symbole. Ce n'était pas seulement un livre, mais la promesse que la connaissance était un patrimoine que personne ne pourrait lui voler. En tenant le dictionnaire maintenant, tant d'années après, Élodie ferma les yeux et se murmura « Je n'abandonnerai pas, je ne le laisserai pas me détruire ». Les larmes coulèrent, mais son expression se durcit. Le souvenir du passé ranima la force que le présent tentait d'éteindre. Alain avait l'argent, l'influence et des alliés. Mais Élodie avait quelque chose qu'il n'aurait jamais, la résilience forgée dans le sacrifice et la certitude que le savoir ne se perd pas. Le dictionnaire bleu restait sur la table. C'était plus qu'un objet. C'était le rappel de sa promesse. Le lendemain matin, Élodie se réveilla plus tôt que d'habitude. Le poids de la persécution était toujours sur ses épaules, mais quelque chose avait changé depuis la veille. Le dictionnaire sur sa table, souvenir de la promesse faite à ses parents, semblait maintenant un appel à l'action. Il ne suffisait plus de résister, il était temps d'agir. Dans le bus qui la menait à l'entreprise, elle élaborait déjà un plan mental. Si Alain répandait des mensonges, elle aurait besoin de preuves tangibles pour se défendre. Ce ne serait pas facile, mais elle n'était pas disposée à accepter l'injustice en silence. En arrivant au travail, elle commença à observer attentivement les mouvements dans le bureau. Elle remarqua comment certains superviseurs évitaient de la regarder, tandis que d'autres se contentaient de chuchoter. Mais elle nota aussi que Léo, le stagiaire, gardait le même air confiant. Pendant la pause, il s'approcha. « Élodie, j'ai appris que les RH vont mettre encore plus de pression. Alain veut vous faire tomber à tout prix. » Elle prit une profonde inspiration. « Alors nous devrons prouver la vérité, mais je ne peux pas faire ça seul. » Léo, le regard déterminé, répondit « Vous pouvez compter sur moi. » Ce soutien alluma la première flamme d'espoir. Élodie décida de commencer par la base. Il lui fallait des documents prouvant à la fois sa formation et la persécution injuste dont elle était victime. À la fin de sa journée, elle alla chercher une vieille boîte rangée chez elle. À l'intérieur se trouvaient des copies de certificats, des relevés de notes de sa licence interrompue et même des lettres de recommandation de ses professeurs. Elle tenait ces papiers avec soin, comme si elle retrouvait une partie perdue de sa propre identité. Le lendemain, elle les montra à Léo. « Ça peut aider à faire taire certaines mauvaises langues, mais ce n'est pas suffisant. Alain dira qu'ils sont faux. » Léo réfléchit un instant et suggéra « Je connais quelqu'un qui peut valider ça. Une professeure qui a encore des contacts à l'université. Si nous obtenons son témoignage, il n'y aura plus de doute. » Le nom lui rappela des souvenirs. Professeure Hélène Lambert, son ancienne directrice de mémoire. Élodie ne l'avait pas vue depuis des années, depuis qu'elle avait abandonné ses études. L'idée de la contacter la rendait nerveuse, mais c'était aussi une opportunité. Cet après-midi-là, après le travail, Élodie prit son courage à deux mains et se rendit à l'université. Elle marcha dans les couloirs chargés de souvenirs jusqu'à trouver Hélène dans son bureau. La professeure leva les yeux de son livre et parut surprise. « Élodie, que de temps !» Élodie retint ses larmes et expliqua rapidement la situation. Elle parla de l'humiliation, du pari, des accusations et de la peur de perdre son emploi. Hélène écouta en silence et quand Élodie eut terminé, elle se leva et la serra dans ses bras. « Vous avez toujours été l'une de mes meilleures étudiantes. Je n'ai jamais douté de votre talent. Si vous avez besoin de moi, je suis à vos côtés. » Le poids sur la poitrine d'Élodie s'allégea soudainement. Avoir le soutien d'Hélène était plus qu'une aide pratique. C'était comme retrouver une partie de la vie que le destin avait interrompue. Avec l'implication de la professeure, les étapes suivantes devinrent plus claires. Hélène pouvait confirmer formellement l'authenticité des certificats et même rédiger une attestation officielle,
de l'université. De plus, elle suggéra à Élodie de revoir ses anciens travaux universitaires qui étaient toujours archivés. Les jours suivants, Élodie partagea son temps entre son travail et ses visites à la bibliothèque universitaire. Elle relisait d'anciennes traductions, étudiait des documents et renforçait sa confiance. Léo l'accompagnait, l'aidant à numériser des papiers et à organiser les informations. Pendant ce temps, Alain remarquait ses allées et venues. Il vit Élodie arriver tard au bureau, des dossiers sous le bras. Il la soupçonna de préparer sa défense. Et ce soupçon raviva sa fureur. Un matin, il entra dans la salle de réunion et déclara à voix haute pour que tous entendent « Cette femme pense pouvoir m'affronter. Mais bientôt, tout le monde verra qui elle est vraiment. » Le climat devint tendu. Les employés évitèrent de commenter, mais au fond, le doute s'installait. L'arrogance du chef commençait à générer un malaise, tandis qu'Élodie, silencieuse, gagnait en respect. En parallèle, Léo suggéra quelque chose d'audacieux. Si nous trouvons une preuve contre lui, non seulement nous nous défendrons, mais nous montrerons qui est vraiment Alain. Élodie hésita. De quoi parlez-vous ? J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles il manipule des contrats, surtout les internationaux. Si nous avons accès à un document frauduleux, la situation changera complètement. L'idée semblait risquée, mais elle planta une graine. Cette nuit-là, Élodie se souvint des mots de son père. « Ton savoir est ton arme ». Elle comprenait maintenant qu'il ne suffisait pas d'utiliser ses connaissances pour se protéger. Elle devait les utiliser pour dénoncer l'injustice. Le lendemain, elle reçut une enveloppe de la professeure Hélène. À l'intérieur, des copies certifiées conformes de ses diplômes, ainsi qu'une lettre de recommandation signée. Hélène promit également de témoigner si nécessaire. Élodie montra le tout à Léo. Il sourit. « C'est déjà un début. Maintenant, nous pouvons prouver qui vous êtes, mais nous devons passer à l'étape suivante. » Élodie savait ce qu'il voulait dire. S'il voulait vraiment vaincre Alain, il devait montrer au monde non seulement son innocence, mais aussi la corruption du tyran. C'était un chemin dangereux, mais elle n'était plus seule. Elle avait des alliés, elle avait des documents, elle avait du courage. La préparation était en cours, et pour la première fois, Élodie sentait qu'elle avait une chance réelle de renverser la situation. Les jours suivants se transformèrent en un jeu de stratégie silencieux. Élodie travaillait en silence, mais son regard n'était plus celui de quelqu'un d'acculé. Elle savait qu'elle avait des alliés, des preuves et une professeure prête à valider son parcours. Mais elle savait aussi qu'Alain ne resterait pas inactif. Le lundi matin, la menace se concrétisa. Très tôt, une note de service officielle fut affichée sur les panneaux de l'entreprise. Enquête interne sur une fuite de documents. L'avis était signé par Alain lui-même. Le message frappa tout le monde comme un choc. Des commentaires fusèrent dans les couloirs. « C'est à propos d'Élodie », chuchotèrent certains. D'autres se regardaient, inquiets. Élodie lut la note et comprit le message. Le chef préparait le terrain pour l'incriminer. Il ne suffisait pas de la diffamer. Il voulait maintenant utiliser la bureaucratie de l'entreprise comme une arme. Peu de temps après, elle fut convoquée dans le bureau de Marc Petit. Il ferma la porte et parla d'un ton sec. « Élodie, si vous continuez avec cet entêtement, vous allez tout perdre. Alain est déterminé. Il a déjà parlé à la direction. Si j'étais vous, je présenterais des excuses publiques et je mettrais fin à cette histoire. » Élodie leva les yeux. Des excuses pour avoir traduit un document correctement? Des excuses pour ne pas avoir accepté d'être humilié? Marc s'agita sur sa chaise, mal à l'aise. « Je ne dis pas que c'est juste, mais c'est comme ça que ça marche. Il a le pouvoir, vous non. Pensez à votre famille. » Ces mots sonnèrent comme un coup, mais aussi comme une révélation. C'était là le cœur du système. La lâcheté déguisée en pragmatisme. Élodie sortit du bureau d'un pas ferme. Elle n'allait pas reculer. Ce soir-là, elle retrouva Léo et lui montra la note de service. « Ils veulent me faire porter le chapeau, mais s'ils enquêtent vraiment, c'est lui qui tombera. » Léo acquiesça. « Alors nous devons trouver quelque chose de solide, une preuve qui ne laisse aucun doute. » C'est alors qu'il se souvint du commentaire d'un employé du service des achats. Les contrats internationaux passaient toujours entre les mains d'Alain avant d'arriver à la direction.
Des rumeurs de clauses modifiées à son propre avantage circulaient. Élodie décida d'enquêter. Avec l'aide de Léo, elle commença à observer le flux de documents. En quelques jours, ils remarquèrent des incohérences. Un contrat en anglais existait en 2 versions différentes, une archivée dans le système officiel, une autre circulant parmi les fournisseurs. La découverte était explosive. La version modifiée incluait des frais supplémentaires qui profitaient directement à une société liée à Alain. Mais obtenir une copie de la preuve serait risqué. Il leur faudrait entrer dans le service des archives de la direction où seuls quelques-uns avaient accès. Léo hésita. Si on nous attrape, ça pourrait être la fin. Élodie serra le dictionnaire qu'elle portait toujours dans son sac. On m'a déjà tellement pris. Je ne les laisserai pas me prendre aussi ma dignité. Si prendre des risques est la seule solution, alors je les prendrai. Cette semaine-là, ils choisirent le vendredi soir. Ils savaient qu'il y aurait moins de monde. Léo réussit à obtenir un double des clés avec l'aide d'un collègue. Élodie entra dans les archives, le cœur battant. Entre les dossiers et les tiroirs, elle trouva la copie officielle du contrat. Et juste en dessous, dans un classeur séparé, la version falsifiée avec la signature d'Alain. Ses mains tremblaient. C'était l'arme ultime. Mais le destin ne leur accorderait aucun répit. Alors qu'elle rangeait les papiers, elle entendit des pas dans le couloir. La porte s'ouvrit brusquement. C'était Marc. Il regarda Élodie, puis les documents dans ses mains. Le silence dura quelques secondes, puis il dit « Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. » Élodie maintint son regard. « Si, je le sais. Je montre la vérité. » Marc soupira. « Alain ne laissera jamais ça aller plus loin. Vous ne comprenez pas. Il a des contacts en dehors d'ici. Des gens puissants. Si vous insistez, vous serez détruite. » Élodie rangea les papiers dans son sac. « Alors qu'il essaie. Mais je ne vivrai pas à genoux. » Marc ne la retint pas. Il secoua simplement la tête en murmurant « Vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez. » Le lundi, la tension monta d'un cran. Alain convoqua tout le monde pour une réunion générale. Il entra dans la salle de conférence avec une posture arrogante, souriant comme s'il avait déjà gagné. « Chers collègues, comme vous le savez, notre entreprise valorise l'éthique. Malheureusement, nous avons découvert que des documents ont été consultés sans autorisation. Nous traiterons cette affaire avec la plus grande rigueur. Personne n'est au-dessus des règles, pas même les employés prestataires. » Les regards se tournèrent vers Élodie. Elle resta assise, silencieuse, mais sa respiration s'accélérait. Alain poursuivit. « L'enquête a déjà identifié des suspects, et nous annoncerons bientôt des mesures. Il est important que tous sachent que quiconque trahit la confiance de l'entreprise n'aura pas sa place ici. » Certains employés hochèrent la tête, d'autres regardèrent simplement le sol. L'atmosphère était suffocante. Élodie savait que l'étau se resserrait. Elle avait toujours la preuve en main, mais le risque était énorme. Si elle la révélait trop tôt, on pourrait étouffer l'affaire. Si elle attendait trop longtemps, elle pourrait être licenciée avant de pouvoir agir. À la fin de la réunion, Léo la prit à part. « Il prépare le coup de grâce. Il veut annoncer votre licenciement en public. Nous devons agir avant. » Élodie serra son dossier contre sa poitrine. « Alors, c'est maintenant ou jamais. » La dernière menace était devant elle. Alain utilisait toutes ses ressources. Pouvoir, influence, intimidation. Le prochain mouvement serait décisif. Si Élodie échouait, elle perdrait son travail, sa réputation et peut-être la chance de subvenir aux besoins de sa famille. Mais si elle avait le courage de faire le pas décisif, elle pourrait faire tomber non seulement les mensonges, mais aussi l'empire de la peur qu'Alain avait bâti. Le compte à rebours pour la confrontation finale avait commencé. La nouvelle d'une grande réunion se propagea rapidement dans l'entreprise. Alain avait convoqué tous les services pour une présentation officielle. L'ambiance était un mélange d'attente et de crainte. Beaucoup savaient déjà qu'il voulait transformer cette rencontre en une démonstration de force, en annonçant la culpabilité d'Élodie devant tout le monde. Ce matin-là, Élodie arriva plus tôt. Elle s'assit sur un banc dans le hall, tenant fermement son dossier de documents. À l'intérieur, son cœur battait la chamade. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était de la détermination. Léo s'approcha,
anxieux. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça ici, devant tout le monde ?» Élodie prit une profonde inspiration. « Si je ne le fais pas maintenant, je n'aurai plus jamais l'occasion. Aujourd'hui, il va essayer de me détruire, mais aujourd'hui sera aussi le jour où tout le monde connaîtra la vérité. » Peu après, les employés commencèrent à remplir la salle de conférence. Le brouhaha était intense. Certains étaient curieux, d'autres tendus. Marc Petit entra la tête basse, sans regarder personne. Alain arriva le dernier, souriant, tel un acteur entrant en scène. Il monta sur l'estrade improvisée et frappa dans ses mains pour demander le silence. « Chers collègues, merci d'être ici. Nous devons parler de quelque chose de très sérieux. La loyauté envers l'entreprise. Comme vous le savez, nous avons récemment eu des problèmes avec des documents sensibles, et malheureusement, nous en avons découvert l'origine. » Les regards se tournèrent vers Élodie. Elle resta assise, droite, tandis que le tyran poursuivait sa mise en scène. C'est triste, mais nécessaire. Une employée prestataire a outrepassé ses fonctions, accédant à des informations qui ne la concernaient pas. Nous ne pouvons tolérer cela. La confiance est notre fondement. Et aujourd'hui, devant vous tous, je vais prendre la décision qui protège notre entreprise. Un lourd silence s'installa. Certains employés murmuraient déjà, indignés. D'autres semblaient résignés. Alain écarta les bras, triomphant. « Élodie Fournier, vous êtes officiellement démise de vos fonctions. Et vous en êtes tous témoins. » L'audience réagit. Certains soupirèrent, d'autres froncèrent les sourcils. Mais avant que le tyran ne puisse conclure, Élodie se leva. « Passez vite, monsieur Dubois !» Sa voix ferme brisa l'ambiance. Le murmure s'amplifia. Alain rit, tentant de dissimuler son trouble. « Vous allez nier devant tout le monde? En avez-vous le courage ?» Élodie s'avança au centre de la salle, tenant son dossier. « Je ne vais pas nier, je vais prouver. Ce n'est pas moi qui ai trahi la confiance de cette entreprise. C'est vous. » La salle explosa en chuchotements. Alain perdit son sourire un instant. « Quoi? C'est ridicule. » Élodie ouvrit son dossier et brandit 2 feuilles. « Voici le contrat officiel, enregistré aux archives. Et voici la version falsifiée, signée par vous. » Elle lut à voix haute. Version originale, valeur de 500 000 $. Version falsifiée, 750 000, avec des clauses bénéficiant à une société nommée Global Trade Solutions. Et savez-vous à qui appartient cette société? À Alain Dubois lui-même. Un silence de choc s'abattit sur la salle. Les yeux s'écarquillèrent, les bouches s'ouvrirent sans un mot. Alain tenta de rire. C'est une invention. N'importe qui aurait pu monter ces papiers. Mais Élodie ne recula pas. Ces documents ont été trouvés dans les archives officielles. Et voici la preuve que la signature est la même sur les 2 versions. Il n'y a aucun moyen de le nier. Léo se leva parmi ses collègues. J'étais avec elle quand nous les avons trouvés. J'ai vu de mes propres yeux. Le poids de ce témoignage fut dévastateur. Marc, sous la pression, prit également la parole. C'est vrai. J'ai vu Élodie prendre les contrats. Ils étaient dans le secteur restreint où seul Alain avait accès. Le tyran écarquilla les yeux vers le manager. Espèce de traître! Mais l'avalanche avait déjà commencé. Élodie sortit un autre papier de son dossier. De plus, j'ai ici une lettre signée par la professeure Hélène Lambert, de l'université. Elle confirme ma formation et l'authenticité de mes diplômes. Les mensonges à mon sujet s'arrêtent aujourd'hui. Les employés se regardaient, en état de choc. Le climat de méfiance envers Élodie s'effondrait face à des preuves si claires. Alain tenta de s'imposer. « Vous allez la croire, elle, une femme de ménage contre moi, le directeur de cette entreprise ?» C'est alors que la porte s'ouvrit. Le propriétaire de la société, Jean-Luc Moreau, entra accompagné de 2 conseillers. Le murmure cessa immédiatement. Jean-Luc s'avança sur l'estrade, regardant Élodie puis Alain. J'ai reçu des messages anonymes au sujet de cette réunion. J'ai voulu écouter par moi-même. Élodie lui tendit les documents. Voici la preuve. Des contrats falsifiés, signés par lui. Le propriétaire prit les feuilles, les lut attentivement et son visage se durcit. Le silence était absolu, tous attendant sa réaction. Après quelques minutes, Jean-Luc leva les yeux vers Alain.
C'est extrêmement grave. Avez-vous quelque chose à dire? Alain bégaya. C'est un malentendu. Quelqu'un a modifié les papiers pour m'incriminer. Ça n'a aucun fondement. Jean-Luc lui lança un regard glacial. La signature est la vôtre. Les montants modifiés profitent directement à une société à votre nom. Comment expliquez-vous cela? Alain transpirait. C'est une coïncidence. Je ne sais pas. L'audience était sous le choc. Le silence était dense, lourd. Personne n'osait rire ou commenter. Élodie, ferme, ajouta. Pendant des semaines, j'ai été diffamé. On a dit que j'avais accédé à des documents sans permission. La vérité, c'est que j'ai seulement découvert ce qu'ils cachaient, et je ne serai pas puni pour avoir révélé une fraude. Le propriétaire se tourna vers les employés. Vous avez tous entendu, et vous avez tous compris ce qui s'est passé. À cet instant, le jeu tourna de manière irréversible. Le pouvoir du tyran s'effondrait devant la preuve irréfutable. Le silence de la salle était différent maintenant. Ce n'était plus de la peur, mais le choc de voir tomber celui qui semblait intouchable. Alain essayait de parler, mais les mots ne sortaient pas. Le sol se dérobait sous ses pieds, et Élodie, l'agente d'entretien humiliée, se tenait debout devant tous, devenant la voix de la vérité. Le silence dans la salle de conférence semblait interminable. Tous les regards étaient fixés sur Jean-Luc Moreau, le propriétaire de l'entreprise. Il tenait toujours les deux contrats, un dans chaque main. Le poids de la décision reposait sur ses épaules, mais son expression ne laissait plus de place au doute. Une colère contenue se lisait dans son regard. Jean-Luc laissa tomber les feuilles sur la table et fixa Alain. Pendant des années, je t'ai fait confiance. Je t'ai placé au poste le plus élevé après moi. Et maintenant, je découvre que tu utilisais cette confiance pour t'enrichir aux dépens de l'entreprise. La voix ferme du propriétaire résonna comme un marteau. Les employés se regardèrent. La crainte fit place à l'attente. Était-ce vraiment la fin de l'empire d'Alain? Alain leva les mains, nerveux. Jean-Luc, je peux expliquer. J'ai fait ça pour le bien de l'entreprise. C'était une stratégie. Tout le monde y aurait gagné. Jean-Luc l'interrompit d'un coup sur la table. Le bien de l'entreprise? Falsifier des contrats? Détourner de l'argent vers une société à ton nom? C'est un crime, Alain. Un crime contre cette organisation et contre tous ceux qui travaillent ici. Les mots résonnèrent. Certains employés portèrent la main à leur bouche, choqués. Léo murmura à Élodie, « Il n'a aucune issue. » Alain, désespéré, chercha du soutien dans l'audience. « Vous connaissez mon travail. J'ai toujours garanti des primes, toujours apporté des résultats. Vous n'allez pas m'abandonner maintenant. » Mais personne ne répondit. Le silence fut la plus dure des sentences. Jean-Luc fit un signe aux conseillers. L'un d'eux ouvrit un dossier et présenta des documents supplémentaires. Nous avions déjà reçu des signalements sur des irrégularités. Nous avons maintenant la preuve finale. Alain tenta de s'avancer. Ça ne peut pas se décider comme ça. J'ai des droits. Jean-Luc se leva. Tes droits s'arrêtent, là où tu as trahi la confiance de l'entreprise. À partir de cet instant, tu es officiellement démis de tes fonctions de directeur. Un murmure parcourut la salle. La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre, mais Jean-Luc ne s'arrêta pas là. De plus, nous transmettrons ces contrats falsifiés aux autorités. Tu répondras de tes actes devant la justice. Ce que tu as fait ne restera pas impuni. Alain devint blême. Non. Ça ne peut pas devenir public. Ma réputation, ma carrière, le propriétaire ne céda pas. Ta réputation, c'est toi qui l'as détruite. Je ne fais qu'exposer la vérité. Deux agents de sécurité s'approchèrent discrètement. L'air dans la salle devint lourd. Tout le monde comprenait ce qui allait se passer. Alain se mit à transpirer. « Jean-Luc, écoute, je peux réparer ça, je peux rendre l'argent. Ne me mets pas dehors. » Mais Jean-Luc avait déjà donné ses ordres. « À partir d'aujourd'hui, tu ne mets plus les pieds dans cette entreprise. Il t'est interdit d'accéder à quelque secteur que ce soit. Tu seras escorté jusqu'à la sortie. » L'impact fut dévastateur. Celui qui avait toujours marché avec arrogance, qui parlait fort et humiliait sans crainte, était maintenant réduit à supplier. Les agents de sécurité le prirent par les bras. Il tenta de résister. « Lâchez-moi! Je n'accepte pas ça! Vous allez le regretter! » Mais sa voix
n'avait plus de poids. Ce n'était que du désespoir. Les employés observaient en silence absolu. Certains se souvenaient des humiliations subies, d'autres pensaient aux fois où ils avaient ri par peur de le contrarier. Voir Alain se faire emmener, c'était comme voir le poids de la peur se dissiper. Alors qu'on l'entraînait, Alain criait encore « Vous êtes des ingrats, sans moi cette entreprise n'existe pas. Élodie, c'est de ta faute !» Élodie resta debout, immobile. Elle n'eut pas besoin de répondre. Le silence de la salle était une réponse suffisante. Quand les agents de sécurité refermèrent la porte derrière lui, Jean-Luc se tourna vers les employés. « Je sais que beaucoup ici se sont tus par peur. Mais aujourd'hui, nous apprenons une leçon. Personne n'est au-dessus de la vérité. L'entreprise n'appartient pas à un homme, elle appartient à la justice et au travail honnête. » Tous les regards se tournèrent vers Élodie. Elle se tenait debout, son dossier à la main. Jean-Luc la regarda et dit à voix haute « Il a fallu du courage pour affronter cet abus. Vous auriez pu vous taire, mais vous avez choisi la vérité. C'est pourquoi, devant tous, je veux saluer votre intégrité. » Un timide applaudissement commença au fond de la salle. Bientôt d'autres se joignirent. En quelques secondes, la salle entière applaudissait. Ce n'était plus le silence de la peur, c'était le respect, c'était la gratitude. Élodie sentit ses yeux s'embuer, mais elle resta digne. Elle savait que cette bataille n'avait pas été seulement la sienne. Elle représentait tous ceux qui un jour avaient été écrasés par Alain. Tandis que les applaudissements résonnaient, Jean-Luc ajouta « Elle a été humiliée, discréditée, mais elle s'est relevée et a montré la vérité. Que cela nous serve d'exemple à tous. » Le poids du tyran était tombé. L'entreprise, qui vivait sous le joug de l'arrogance, respirait maintenant le soulagement. Dehors, Alain était conduit vers une voiture de sécurité, le visage marqué par la fureur et le désespoir. À l'intérieur, la victoire de la justice était célébrée, et Élodie, l'agente d'entretien invisible, devenait un symbole de dignité pour tous. Alain Dubois fut poussé hors du bâtiment par les agents de sécurité. Ses pas étaient mal assurés, comme s'il avait perdu la fermeté qu'il affichait toujours. L'homme qui marchait autrefois le menton haut, plein d'arrogance, avait maintenant les épaules voûtées et le regard vide. Sur le parking, il se retourna et cria à qui voulait l'entendre. « Vous allez le regretter. Cette entreprise n'est rien sans moi. » Mais les portes automatiques se refermèrent, étouffant sa voix. À l'intérieur, les employés restaient rassemblés, encore abasourdis par ce dont ils venaient d'être témoins. C'était comme si l'atmosphère du bâtiment avait changé. La peur qui emplissait chaque couloir semblait s'être évaporée. Certains se mirent à rire, non par moquerie, mais par soulagement. D'autres commentaient à voix basse « Je n'aurais jamais cru voir ce jour ». Marc Petit, le manager qui avait toujours été soumis, s'approcha d'Élodie, le visage honteux. « J'aurais dû vous défendre plus tôt, mais je n'ai pas eu le courage. Je suis désolé. » Élodie prit une profonde inspiration. « Ce n'est pas à moi que vous devez des excuses. C'est à tous ceux qui sont restés silencieux pendant qu'il humiliait ceux qui ne pouvaient pas se défendre. » Marc baissa la tête, incapable de répondre. Léo, quant à lui, s'avança vers elle avec un sourire. « Vous avez réussi. Plus personne ne doutera de vous. » Les applaudissements spontanés reprirent, plus fort. Cette fois, il n'y avait aucune gêne. Les employés applaudissaient en regardant directement Élodie, reconnaissant en elle la force qu'aucun d'eux n'avait eue. Elle ne leva pas les bras en signe de triomphe, se contentant de garder un regard serein. Pour Élodie, il ne s'agissait pas de vengeance, mais de justice. Le propriétaire de l'entreprise, Jean-Luc Moreau, s'approcha d'elle. « Élodie, ne laissez plus jamais personne éteindre votre voix. Ce sont des gens comme vous qui maintiennent la vérité debout. » Ces mots eurent un effet profond. Cette agente d'entretien invisible, si souvent ignorée, était maintenant au centre du respect et de la reconnaissance. Pendant ce temps, à l'extérieur, Alain se débattait dans la voiture des agents de sécurité. Il frappait contre la vitre, mais personne ne lui prêtait attention. Pour la première fois, il n'avait pas de public pour applaudir ses fanfaronnades. Sa chute n'était pas seulement professionnelle, elle était sociale, morale et irréversible. Dans la salle, la réaction collective grandissait.
Certains employés s'approchèrent d'Élodie pour la remercier. D'autres avouèrent avoir également été humiliés par le passé, mais n'avoir jamais eu le courage de l'affronter. Élodie écouta chacun avec patience. Elle savait que cette victoire n'était pas seulement la sienne. Elle représentait tous ceux que l'arrogance du chef avait réduits au silence. À la fin de la réunion, alors que les gens se dispersaient, Léo dit à voix basse « Il a peut-être de l'argent, des contacts, mais il a perdu ce qui comptait le plus, le respect. Ça ne reviendra jamais. » Élodie acquiesça. Celui qui bâtit son pouvoir sur la peur tombe dans le silence du mépris, et il est tombé aujourd'hui. Les dernières images de cette journée restèrent gravées dans la mémoire de tous. Alain emmené comme un criminel, et Élodie, dans son simple uniforme, applaudie comme une héroïne. Le cycle de l'humiliation était terminé. Le renversement de situation était complet. Le lendemain matin commença différemment. Le bâtiment de l'entreprise, autrefois empli de chuchotements craintifs, semblait respirer le soulagement. Les employés arrivaient en commentant ce qu'ils avaient vu la veille. C'était le seul sujet de conversation dans chaque couloir, la chute d'Alain Dubois. Élodie arriva tôt, comme toujours. L'uniforme de service était encore sur elle, mais quelque chose avait changé dans la façon dont on la regardait. Ce n'étaient plus des regards de mépris ou de méfiance. Il y avait maintenant du respect, de la curiosité et même une certaine fierté de partager le même espace qu'elle. Dès son entrée, elle fut surprise par Léo. Il l'attendait à la réception avec un grand sourire. « Bonjour Élodie, aujourd'hui, vous ne serez pas invisible. » Elle sourit discrètement. « Être invisible ne m'a jamais dérangé. Je voulais juste de la dignité. » Alors qu'elle marchait dans les couloirs, les salutations commencèrent à fuser. « Bonjour Élodie, bravo pour ce que vous avez fait. Vous avez été courageuse. » Des phrases simples, mais chargées de sens. Pour la première fois, tous la voyaient comme un membre essentiel de cet endroit. À l'heure du déjeuner, Jean-Luc Moreau, le propriétaire, demanda à tout le monde de se réunir à nouveau dans l'auditorium. L'ambiance était à l'expectative. Personne ne savait exactement pourquoi. Quand tous furent installés, Jean-Luc monta sur scène et parla d'une voix ferme. « Hier, cette entreprise a traversé l'un des moments les plus difficiles de son histoire. Nous avons découvert qu'un directeur abusait de son pouvoir à des fins personnelles. Mais nous avons aussi été témoins de quelque chose que nous n'oublierons jamais. Le courage d'une employée qui a refusé de se taire face à l'injustice. » Il regarda directement Élodie. « Venez ici, s'il vous plaît. » Son cœur s'accéléra. Elle s'avança vers la scène sous des applaudissements spontanés. Chaque pas semblait lourd, mais aussi libérateur. Jean-Luc poursuivit. « Élodie Fournier, vous avez été humiliée, discréditée, et pourtant vous avez choisi la vérité. Grâce à vous, nous avons pu restaurer l'intégrité de cette entreprise. Devant tous, je tiens à vous présenter des excuses au nom de la direction pour tout ce que vous avez subi. » Un silence respectueux envahit l'auditorium. Élodie fut surprise. Elle n'aurait jamais imaginé entendre des excuses publiques de la part du propriétaire de l'entreprise. Jean-Luc continua. « Et plus encore, je veux reconnaître formellement votre valeur. À partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus une simple prestataire. Vous êtes invité à occuper un poste au sein de l'équipe administrative avec toutes les conditions pour développer vos compétences et continuer à grandir. » Le choc fut collectif. Les employés applaudirent debout. Certains étaient émus. Élodie porta la main à sa bouche, essayant de retenir ses larmes. Elle prit le micro avec des mains tremblantes. « Je n'ai rien fait seul. Je l'ai fait parce que je ne pouvais plus permettre qu'on me traite comme si j'étais invisible. Je l'ai fait parce que chacun d'entre vous a vécu à un moment ou à un autre ce que j'ai vécu. Cette victoire n'est pas seulement la mienne. Elle est à tout le monde. » Les applaudissements redoublèrent d'intensité. De nombreux employés scandaient son nom. Élodie sentit le poids de la dignité enfin restaurée. Après l'événement, plusieurs collègues s'approchèrent. « Excusez-moi de ne pas vous avoir défendu plus tôt. Vous nous avez ouvert les yeux. Merci d'avoir eu ce courage. » Même Marc, le manager qui avait participé au plan d'Alain, prit son courage à deux mains pour lui parler. Son visage était défait. « Élodie, je n'attends pas que vous me pardonniez. J'ai eu tort de choisir le mauvais camp. Mais sachez que j'en ai tiré une leçon.
je ne me tairai plus jamais face à une injustice. » Elle respira profondément. « Ce n'est pas à moi que vous devez le prouver. Montrez-le par vos actions à l'avenir. » Marc acquiesça tête basse. Cet après-midi-là, Élodie fut appelée dans le bureau de Jean-Luc pour une conversation en tête-à-tête. Il la reçut avec un sourire cordial. « Élodie, je sais que votre vie n'a pas été facile, mais la manière dont vous avez affronté Alain montre que vous avez bien plus à offrir que ce que votre uniforme peut laisser paraître. Je veux que vous sachiez que cette entreprise vous est maintenant ouverte pour construire un avenir différent. » Elle acquiesça, émue. « J'accepte, mais je ne veux pas de privilèges. Je veux juste travailler avec honnêteté, comme je l'ai toujours fait. » Jean-Luc sourit. « C'est précisément pour cela que vous méritez cette opportunité. » En quittant le bureau, Élodie respira profondément. Pour la première fois depuis des années, elle sentait que sa vie pouvait prendre un autre tournant. Dans les jours qui suivirent, le changement fut visible. Elle commença à être conviée à des réunions, reçut un nouveau badge et fut intégrée à des formations administratives. Les employés qui l'ignoraient auparavant venaient maintenant lui demander conseil ou simplement discuter. À la cantine, plus personne ne se moquait d'elle. Au contraire, on lui demandait de s'asseoir à leur table. Élodie acceptait avec simplicité, sans arrogance, sans se sentir supérieure. Elle savait que le véritable respect ne s'impose pas, il se gagne. À la maison, en racontant la nouvelle, sa famille pleura de joie. Sa mère, émue, lui prit les mains. « J'ai toujours su que tu en étais capable. Ton père serait fier. » Élodie regarda le dictionnaire bleu toujours sur la table. L'objet qui l'avait accompagné depuis sa jeunesse semblait maintenant briller comme le symbole de sa victoire. Cette nuit-là, allongée dans son lit, elle réfléchit. Il ne s'agissait pas seulement d'une promotion ou d'applaudissements. Ce qui comptait vraiment, c'était d'avoir retrouvé sa dignité aux yeux de tous. Et au fond, elle savait que ce n'était que la première page d'un nouveau chapitre. Des mois s'écoulèrent depuis la chute d'Alain Dubois. L'atmosphère de l'entreprise avait changé. Là où régnait la peur et le silence, il y avait maintenant coopération et confiance. Et au centre de cette transformation se trouvait Élodie Fournier. L'uniforme de service ne faisait plus partie de sa routine. Désormais, Élodie arrivait au travail en tenue de ville, avec un badge d'assistante administrative. Au début, elle trouvait étrange de voir son nom sur la porte d'un bureau, avec un bureau et un ordinateur. Mais peu à peu, elle s'habitua au respect qu'elle avait gagné. Léo, le stagiaire qui l'avait soutenu depuis le début, devint son collègue direct. Il plaisantait. « Avant, je t'aidais en cachette dans les archives. Maintenant, tu es ma chef. » Élodie riait, se remémorant tout ce qu'ils avaient vécu ensemble. Avec l'aide de Jean-Luc Moreau, Élodie put reprendre ses études. Elle retourna à l'université où elle retrouva la professeure Hélène Lambert. La première fois qu'elle remit les pieds dans une salle de classe, elle faillit pleurer. Hélène la présenta à ses camarades. « Voici Élodie Fournier, une étudiante qui n'a jamais renoncé à apprendre, même quand la vie l'a forcée à s'arrêter. Aujourd'hui, elle revient plus forte que jamais. » Les nouveaux étudiants furent impressionnés. Certains connaissaient déjà son histoire grâce à l'écho qu'avait eu la chute d'Alain. Élodie n'aimait pas se vanter, mais elle comprenait que son parcours était une source d'inspiration. Les nuits étaient fatigantes. Elle travaillait le jour, étudiait le soir. Mais sa détermination était la même que celle de la jeune fille qui recopiait des mots dans le cahier de la bibliothèque municipale. Sauf que maintenant, il y avait quelque chose en plus, la reconnaissance que ses efforts avaient de la valeur. À la maison, le changement était visible. Sa mère ne s'inquiétait plus autant pour les factures. Élodie aidait à payer les dépenses et prévoyait d'améliorer la modeste maison où elle vivait. À chaque petite réussite, elle pensait à son père et à ses paroles. Le savoir est la seule chose que personne ne peut enlever. Quelques mois plus tard, une surprise arriva. Jean-Luc la convoqua pour une réunion spéciale. « Élodie, nous finalisons un nouveau contrat international. Nous avons besoin de quelqu'un de confiance pour réviser tous les documents. J'ai pensé à vous. » Elle écarquilla les yeux. « Moi ? Oui, personne de mieux pour garantir qu'il n'y ait ni faille ni fraude. Après ce que vous avez fait, j'ai une confiance absolue. » Élodie accepta, émue. Pendant des semaines,
Elle se plongea dans le travail de traduction et de révision. En présentant son rapport final, elle reçut les félicitations de toute la direction. Le résultat fut immédiat. L'entreprise économisa des millions en évitant des clauses abusives. Jean-Luc la convoqua à nouveau et lui dit « Vous n'avez pas seulement sauvé cette entreprise d'une fraude, vous venez de garantir sa croissance. Je veux que vous preniez officiellement la tête du service des contrats internationaux. » Ce fut la reconnaissance ultime. Élodie, autrefois invisible comme agente d'entretien, devenait désormais un élément clé de la société. Le jour où elle prit ses nouvelles fonctions, elle regarda son bureau. Dessus, elle posa le vieux dictionnaire bleu. Certains collègues trouvèrent ça étrange. Léo demanda « Vous gardez encore ça ?» Elle sourit. « Ce livre me rappelle d'où je viens, et il me rappelle de ne jamais oublier la valeur de ce que j'ai appris. » Le temps passa, et sa vie continua de se transformer. Élodie réussit à économiser de l'argent pour rénover la maison de sa mère. Elle se construisit un petit bureau chez elle pour poursuivre ses études et des travaux de traduction supplémentaires. En parallèle, elle commença à donner des cours bénévoles dans un quartier voisin. Elle apprenait aux jeunes les bases de l'anglais, les encourageant à croire qu'ils pouvaient aller plus loin. Elle répétait toujours « Personne n'est trop petit pour apprendre quelque chose de grand ». L'impact était visible. Des élèves qui doutaient d'eux-mêmes se mirent à rêver d'université, de voyages d'études et de nouvelles opportunités. Un soir, après un cours, un adolescent s'approcha. « Professeur Élodie, ma mère est aussi femme de ménage. Elle n'a pas fait d'études, mais elle a toujours voulu que j'aie une autre vie. Quand je vous vois, je crois que c'est possible. » Ces mots la touchèrent profondément. Élodie pensa à sa propre mère et sentit que la boucle était bouclée. Maintenant, c'était elle qui semait des graines dans d'autres vies. Un an après la chute d'Alain, l'entreprise organisa un événement pour célébrer. Employés, directeurs et partenaires se réunirent dans un grand auditorium. Jean-Luc fit un discours et appela Élodie sur scène. Il y a un an, cette entreprise a traversé le plus grand défi de son histoire. C'est là que nous avons découvert que le courage peut venir de là où on l'attend le moins. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement la croissance de la société, mais aussi l'exemple d'Élodie Fournier, qui nous a enseigné la valeur de la vérité. L'auditorium tout entier se leva pour l'applaudir. Élodie reçut des fleurs et un certificat d'honneur. Mais ce qui l'émut le plus fut de voir des collègues qui l'ignoraient autrefois l'applaudir maintenant, les larmes aux yeux. À la fin de l'événement, Élodie prit le micro. « Je n'aurais jamais pensé être ici. Mais j'ai appris que la dignité ne se demande pas, elle se gagne. Chacun de vous a de la valeur, peu importe le poste ou l'uniforme que vous portez. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. » L'audience explosa en applaudissements. Ce soir-là, de retour chez elle, Élodie posa le dictionnaire bleu sur la table. Elle passa la main sur la couverture usée et sourit. « J'ai réussi, papa. J'ai réussi, maman. » L'avenir lui réserverait encore des défis, mais elle avançait désormais avec la certitude de ne plus être invisible. Elle s'était construit une nouvelle vie, basée non pas sur l'arrogance, mais sur la vérité et la connaissance. Et chaque fois qu'elle regardait le dictionnaire, elle se souvenait, c'était le symbole d'une promesse tenue. L'histoire d'Élodie montre que nous ne devrions jamais sous-estimer quelqu'un à cause de l'uniforme qu'il porte, ou de la fonction qu'il occupe. Combien de fois jugeons-nous une personne sans connaître ses véritables capacités? Hier, elle était invisible. Aujourd'hui, elle est un symbole de courage. Et vous, avez-vous déjà vécu une situation similaire? Avez-vous été sous-estimé, humilié ou discrédité, pour ensuite montrer qui vous étiez vraiment? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire peut inspirer d'autres personnes à ne pas baisser les bras. Si ce récit vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ici, nous racontons des histoires de résilience et de justice qui prouvent que personne ne devrait être défini par les apparences. N'oubliez pas, le respect et la dignité n'ont pas de prix. Il y aura toujours des gens pour essayer d'éteindre votre lumière, mais la vérité est plus forte que n'importe quel pouvoir.